Papacourt, Kota, représenté par Denis Sago. Karima Baziz. Présente. Hamid Belagoun. Présent. Linda Bentifrawin. Présente. Sébastien Braillard est excusé, représenté par Marion Renauta. Guillaume Charbonnin est excusé, représenté par Karima Baziz. Bruno Courtois. Présent. Manuela Darojo qui va être en retard, représenté par Prijo Tiersi. Diana Batia. Patrick Duboc. Présent. Julien Dugnol. Salomé Duval. Bernadette Bruel. Sébastien Guersan. Présent. Hélène Caffi est excusée, représentée par Linda Bentifrawin. Cécilia Cotan. Taner Cotan. Présent. Pascal Lemoyle. Présente. Laurence Lefebvre. Présente. Julie Le présente. Hélène Pelly. Présente. Fabrice Raoul. Présent. Marion Renaudin. Présente. Denis Sago. Présent. Julien Salé. Présent. Cathy Septi. Présente. Cédric Stoclet. Présent. Prijo Tiersi. Présent. Patrick Véchambe. Présent. Alors, Pascal Lemoyle s'est donc proposé d'être secrétaire de séance. Merci Pascal. Et je déclare donc installer officiellement Diana Batia sur ce conseil municipal à qui nous souhaitons la bienvenue, étant donné qu'elle a pris ses fonctions au sens de la loi le 27 janvier dernier, jour de la disparition brutale de notre ami et collègue Alain Evenot, et qu'au terme de l'article 270 du Code électoral, le candidat venant sur la liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant. Alain, à qui je tiens à rendre hommage aujourd'hui pour l'énorme travail qu'il a accompli à nos côtés durant ces 5 années de mandat. Alain, particulièrement engagé dans les thématiques qui lui tenaient à cœur, a été un acteur clé sur toutes les questions environnementales notamment. Sa représentation de la commune, particulièrement aux côtés de partenaires comme la métropole Rouen-Normandie, a été marquante. Très présent pour défendre les actes de développement durable, il a participé activement à de nombreux projets, parmi lesquels la protection de la forêt, le développement progressif des pistes cyclables, les projets de renaturation, notamment les cours d'école, sa participation à la rénovation de la place du Capitaine Cauchois. Il s'est aussi impliqué avec énergie dans de nombreux autres domaines, contribuant activement à des projets essentiels pour notre ville. La jeunesse, les écoles, les actions envers les seniors, les sorties qui ne manquaient jamais pour accompagner les habitants, la prévention des risques majeurs. Tant de sujets qu'il portait avec enthousiasme et passion. Il ne se trouvait pas une seule réunion où il ne se questionnait pas, cherchant toujours à comprendre, à approfondir et à apporter des solutions constructives. Toujours prêt à s'inscrire dans des groupes de travail et ateliers, notamment sur les thématiques comme la maîtrise de l'énergie et la transition énergétique. Il a aussi été le référent pour le projet d'éco-parc Posé-Sable. Il portait une attention particulière à la clairière, un projet construit avec de nombreux partenaires qu'il a su fédérer. Les associations Carder, Terre Étincelle, le Champ des Possibles, mais aussi l'ONF et la métropole. Ce projet, cher à son cœur, témoigne de son engagement à protéger et valoriser notre environnement tout en impliquant activement la communauté. Il a également été un partenaire précieux sur les questions d'aménagement du territoire, toujours avec un regard éco-responsable. Passionné par ces enjeux, il partageait sans compter des articles et des informations à ses collègues élus. Dans le domaine culturel, il a su apporter son soutien pour de nombreux projets. Alain était lui-même artiste. Sa passion pour la peinture, qu'il cultivait depuis des années, faisait de lui un homme profondément créatif. Nous lui rendrons hommage dès que nous serons prêts à célébrer sa mémoire de la manière qu'il mérite. Plus personnellement, en tant que maire, j'ai toujours apprécié travailler avec un élu profondément humain, soucieux des autres et de l'équilibre dans les prises de décision. Alain était une personne qui savait tenir bon, sans jamais lâcher prise, et qui laissait une empreinte positive sur chacun de nous. Sa disparition laisse un vide immense. Mais il restera dans nos cœurs comme une figure marquante de ce mandat, un souvenir heureux et impérissable. Nous poursuivrons son travail avec la même détermination et continuerons à avancer collectivement en son nom et dans l'intérêt des couronnés, comme il l'aurait souhaité. Chers collègues, avant d'observer une minute de silence en hommage à Alain, je vais laisser la parole à Denis Sago qui souhaitait compléter mon propos, mais aussi avant ça, je tenais à associer également la mémoire de Michel Sauvage qui nous a quittés le 30 décembre dernier, qui était ancien président et président d'association et du club Guidon d'Or couronné, qui l'a marqué de son empreinte.
À son épouse, ses enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, nous adressons nos sincères condoléances et assurons toute la famille de notre soutien dans cette épreuve. Denis, je te laisse la parole. Merci Julie. Aujourd'hui, nous souhaitons rendre hommage à Alain Evenot, conseiller municipal de la ville de Grand-Couronne. Alain était bien plus qu'un élu. Il était une personne d'une grande gentillesse, toujours disponible pour écouter et aider les habitants de notre commune. Son goût pour les bonnes choses, qu'il s'agisse de la gastronomie ou des plaisirs simples de la vie, reflétait sa passion pour la convivialité et le partage. Alain savait créer des liens et rassembler les gens autour de valeurs essentielles. Sa bienveillance et son engagement resteront gravés dans nos cœurs. Merci Alain pour tout ce que tu représentais. Merci. Merci Denis. Mes chers collègues, je vais donc vous inviter à observer une minute de silence. Alors après ces quelques minutes douloureuses, il est toujours difficile de reprendre le fil de l'ordre du jour et d'assumer une transition. Alors sans transition, je vais mettre au voie l'adoption du procès-verbal du 17 décembre 2024. Je vous invite donc à voter sur ce procès-verbal. C'est adopté à l'unanimité, je vous remercie. Je mets maintenant en voie l'adoption de l'ordre du jour de la présente réunion. Je vous invite donc à voter. J'ai donc 29 votes pour, c'est adopté à l'unanimité, je vous remercie. Alors avant de passer à la première et unique délibération de ce conseil, nous avons des remerciements de la part des parents d'élèves élus de l'école Ferdinand Buisson pour, je cite, les propositions extrascolaires autour du harcèlement, le soutien de la mairie et de la médiathèque autour de la nuit de la lecture, et pour le soutien de la ville autour de la boum à venir. Également des remerciements du club de basket par la voix de son président Dominique Leleu pour l'installation du nouveau panneau d'affichage et pupitre à la salle Hélène Boucher, ainsi que pour l'installation des nouveaux appareils dans les salles de sport qui donnent une sensation de chaleur immédiate. Et donc, outre le fait de réduire les coûts d'énergie, amène une sensation de bien-être. Des remerciements des utilisateurs, danseurs de la salle Annie Gilbert pour la réalisation des travaux de décapage et lustrage du revêtement de la salle. Des remerciements qui vont également au service technique. Enfin, des remerciements du centre Henri Becquerel pour les dons versés qui permettront de mener à bien les combats contre la maladie et qui permettront aussi de financer la recherche. Alors avant, donc, je le disais, de passer à la délibération, je vais passer la parole à Salomé Duval ou Julien Dugneuil. Oui, peu importe, j'avais Salomé fin de déclaration. J'ai juste une question par rapport à l'ordre du jour, notamment concernant la note d'information qui est jointe au conseil municipal et la décision numéro 4 que vous avez prise, Madame le maire, concernant l'exercice du droit de préemption sur un terrain qui est situé rue de Bas à Grand-Couronne. Et vous voulez avoir un peu plus de précision sur le projet, sur la raison de l'utilisation du droit de préemption qui est plutôt rare dans une collectivité. Et puis, je voulais en profiter aussi pour rappeler que le code des collectivités territoriales prévoit que lorsqu'une commune préempte, elle se substitue à l'acheteur aux conditions du compromis sans être tenue de payer en l'occurrence 12 000 € de commission de l'acquéreur qu'on pourrait économiser. Voilà.
En fait, par le droit de préemption, on avait passé la dernière fois une délégation de signature sur ce sujet parce qu'on est régulièrement, pour ne pas dire toutes les semaines, sollicité en fait, sur des sessions immobilières et c'est vrai que c'est très pratique. Mais effectivement, on est aujourd'hui dans une démarche d'intégration d'espaces verts, d'espaces végétalisés en ville et ce sont des espaces qui vont être de plus en plus difficiles à trouver et à créer par la force des choses et notamment par le biais de la loi ZAN qui nous y oblige pour réduire en fait, la densification urbaine. Alors aujourd'hui, on est dans des discussions simplement avec la métropole Rouen-Normandie. On est sur des discussions sur des perspectives d'aménagement du territoire et pour l'instant, voilà, il n'y a pas de sujet particulier, il n'y a pas vraiment de projet en fait, qui est réellement concrétisé parce qu'on est vraiment sur la volonté de végétaliser en fait, au maximum ces espaces. Donc voilà, on a en l'occurrence cette possibilité sur la rue de Bar de pouvoir créer des îlots de fraîcheur, en fait, des parcs, des choses qui rentreraient en tout cas dans les dispositions de la loi ZAN. Pas de problème sur le fait de désartificialiser la ville. Néanmoins, en me rendant sur place, je me suis aperçu quand même que les garages qui étaient présents sur cette parcelle sont fortement amiantés et nécessiteront forcément un coût de désamiantage qui n'est pas expliqué dans l'ADI, mais ce n'est pas l'objet. Mais néanmoins, je m'inquiétais à la fois du coût de la commission d'agence, plus du coût de désamiantage, ce qui pour une superficie de 600 mètres carrés revenait quand même assez cher à la collectivité. Voilà, c'était ma simple remarque. Très bien. Je passe la parole à Salomé Duval qui avait une intervention. Merci Madame le maire. Mesdames et Messieurs les élus, suite aux récentes informations concernant de fermeture de classes sur Grand-Couronne à Ferdinand Buisson et à Victor Hugo, nous souhaitions avoir un acte symbolique ce soir. Le conseil municipal de Grand-Couronne, réuni en séance le mardi 4 mars 2025, marque son opposition aux fermetures de classes dans les écoles élémentaires Ferdinand Buisson et Victor Hugo. Ces établissements sont essentiels pour garantir l'égalité des chances, surtout dans nos quartiers prioritaires. Chaque enfant mérite un environnement d'apprentissage adapté et réduire leur éducation à des chiffres serait une injustice. Nous appelons les autorités à préserver ces classes pour assurer un avenir meilleur à nos jeunes. Et pour votre information, un courrier a été envoyé à Madame la ministre de l'Éducation nationale ainsi qu'à ses représentants dans l'Académie de Normandie. Merci. Très bien, merci. Juste pour compléter, nous sommes pleinement mobilisés sur ces questions, effectivement, de retrait de classe dans l'intérêt des élèves, des enseignants, des familles également. Et bien, nous allons passer à la direction des finances avec le débat sur le rapport des orientations budgétaires. Je laisse donc la parole à Fabrice Raoul. Merci. Je vais. Alors ce soir, je remplace, je substitue à monsieur Guillaume Charlemagne, qui n'a pas pu être présent ce soir pour cet exercice annuel du rapport d'orientation budgétaire dit le ROB, qui est prescrit par le Code général des collectivités territoriales et qui constitue une étape impérative avant l'adoption du budget primitif, qui sera voté le 18 mars. Dans toutes les collectivités de plus de 3500 habitants et doit, avec sa présentation, donner lieu à un débat dans les 10 semaines qui précèdent le vote du budget primitif. Délai applicable à la nomenclature M57. Un petit point pour commencer un préambule sur la conjoncture économique. En Europe, une deuxième année de faible croissance. Sur l'ensemble de l'année 2024, le PIB, le produit intérieur brut de la zone euro, a augmenté de seulement 0,7% comparé à 2023, confirmant ainsi l'enlisement dans la stagnation d'une Europe déclassée par rapport à la Chine et aux États-Unis. En réaction, la Commission européenne a présenté jeudi 30 janvier une boussole pour la compétitivité qui rassemble 5 catalyseurs horizontaux. La simplification, la réduction des obstacles au marché unique, le financement de la compétitivité, la promotion des compétences et des emplois de qualité, et une meilleure coordination des politiques au niveau européen, au niveau national. L'inflation s'est encore légèrement accélérée en janvier dans la zone euro,
à 2,5% sur un an, en hausse pour le 4e mois consécutif à cause d'une augmentation des tarifs de l'énergie. Globalement, la hausse des prix s'est très nettement calmée depuis le record de 10,6% sur un an atteint en octobre 2022, dans le contexte d'une flambée des tarifs de l'énergie liée à la fameuse guerre en Ukraine. En France, Bercy maintient ses prévisions de déficit. La nouvelle trajectoire pluriannuelle des finances publiques de la France a été validée par la Commission et les ministres européens, malgré une prévision de déficit en 2025 désormais à 5,4% du PIB, contre 5% auparavant, une croissance plus faible. Comme dans les précédentes trajectoires émises par le gouvernement, l'objectif est d'atteindre 3%, voire 2,9% de déficit en 2029. Après plus de 4 mois de marathon parlementaire, la France s'est finalement dotée d'un budget pour 2025. Jeudi 6 février, le Sénat a voté en faveur du projet de loi de finances 2025, comme son nom l'indique, 219 voix pour et 107 contre, permettant son adoption définitive au lendemain du rejet à l'Assemblée nationale de la motion de censure déposée par la France insoumise. Un petit point sur la loi de finances 2025, on va retenir l'essentiel. La loi du 14 février 2025 met en place la contribution des collectivités au redressement des finances publiques à hauteur de 2,2 milliards d'euros, au lieu des 5 milliards initialement envisagés à l'automne dernier. Les principales mesures impactant à notre échelon communal sont, je ne vais pas vous faire un topo sur tout ce qui a été indiqué dans la note que vous avez sous les yeux. Je vais retenir l'article 186 qui crée le dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales, le dit DILICO, pour un montant de 1 milliard d'euros. Pas pour la commune de Grand-Couronne, on est bien d'accord. L'indice 109 sur le gel de la TVA qui précise qu'en 2025, le produit affecté à chaque collectivité est égal au montant qui leur a été versé après régularisation au titre de l'année 2024. On constate également une baisse drastique du fonds vert, 1,35 milliard sur l'échelle nationale, l'augmentation des cotisations CNRA-CL, 1,4 milliard estimé, la réduction de 487 millions concernant les variables d'ajustement, entre autres la dotation de compensation sur la taxe professionnelle, la DCRTP, nous en parlerons un petit peu plus loin, nous concernant, 350 millions de baisse en volume de la dotation globale de fonctionnement, la DGF, 150 millions de baisse de la DESIL, soutien à l'investissement local, qui nous concerne également. La baisse des crédits de la politique de la ville également, la suppression du fonds de soutien aux activités périscolaires, la suppression du plan de lutte contre les violences faites aux élus. Voilà ce qui nous attend en 2025. Le budget de la commune, les recettes du budget communal, vous avez le tableau, alors je ne sais pas si on peut, c'est celui-là effectivement, avec quelque chose qui est, j'allais dire remarquable, mais dans le mauvais sens du terme, les allocations compensatrices, la TFPB, sur les locaux industriels, la taxe foncière propriétaire bâti, avec une diminution entre l'année dernière et cette année de 800 000 euros. Le DILICO, j'en parlais tout à l'heure, c'est une estimation de perte de recettes de près de 150 000 euros pour la ville. Le montant sera calculé avec exactitude par le décret d'application qui en précisera les modalités et sera inscrit ultérieurement au budget primitif 2025. Les dotations de l'État, la DCRTP devrait être de nouveau minorée pour cette année 2025. On s'attend à une baisse de 130 000 euros. La DCRTP, c'est la compensation sur la taxe professionnelle. Les dépenses du budget communal,
c'est certainement le tableau d'après. Les dépenses réelles de fonctionnement 2025 évoluent, nonobstant la ligne des dépenses constituant la réserve, qui permet de retenir un niveau de fonds de roulement raisonnable. Les recettes réelles de fonctionnement 2025 sont prudentes par rapport aux réalisées 2024. Même si les intérêts de la dette diminuent, le remboursement en capital creuse toujours notre épargne nette. Les évolutions des dépenses de personnel, pour 2025, on a un niveau quasi similaire à 2024 qui est attendu pour un montant de 11 933 955 € avec la suppression de la prime JPAR. L'application du décret relatif au taux de la cotisation vieillesse des employeurs des agents affiliés à la CNRACL, plus 3 points, et le retour d'un point supplémentaire du taux de la cotisation d'assurance maladie des employeurs territoriaux. D'où la nécessité de poursuivre la rationalisation du fonctionnement des services, l'élaboration, le suivi et la maîtrise du budget de la masse salariale, qui justifie effectivement une attention constante. Les charges de personnel, le fameux chapitre 012, il est contenu sur une enveloppe de moins 0,15% par rapport au réalisé 2024 et comprend une augmentation des traitements indiciaires qui, tenant compte de l'évolution des carrières, est mécanique. Le régime indemnitaire est augmenté pour 2025 et on constate une baisse du nombre de MBI en volume, mais une augmentation sur les montants grâce à l'étendue du quartier prioritaire de la ville. Le volume des heures complémentaires et supplémentaires rémunérées est stabilisé, les astreintes sont en diminution, la prime de pouvoir d'achat et la JPA ne sont pas reconduites. La capacité d'autofinancement, alors sur une durée de 2014 à 2025, de la ville. Cette capacité, appelée aussi épargne brute, est affectée à la couverture d'une partie des dépenses d'investissement. La CAF, donc la CAF, est de 2 532 000 à la fin 2024, mais celle-ci doit être analysée avec l'équilibre du budget. En effet, les opérations d'ordre budgétaire contribuent à l'équilibre. Le capital doit être financé avec les ressources propres à la ville, dont les amortissements et les charges à répartir. L'épargne dette est donc impactée par le remboursement en capital. Elle est très fragile et malheureusement anticipe une possible dégradation budgétaire à venir. L'enjeu budgétaire des années à venir sera de compenser par des efforts poursuivis de rationalisation des dépenses en fonctionnement et des recherches de recettes supplémentaires pour continuer le programme visant à améliorer le patrimoine immobilier de la ville. L'endettement, toujours le capital à rembourser, qui augmente jusqu'en 2028, où il atteindra 2 333 300 €. La dette de la ville est composée de 4 lignes pour un capital restant dû de 12 754 142 € au 31/12/2024, contracté auprès de 2 emprunteurs. Les orientations budgétaires de la commune, avec un objectif de maîtrise des dépenses de fonctionnement. Dans la continuité des aléas supportés depuis le début du mandat, crise sanitaire, crise énergétique, inflation, avarie bâtimentaire de la piscine, augmentation réglementaire des charges de la collectivité, baisse des soutiens financiers encore pour cette année 2025. Cette année ne fera malheureusement pas exception. Alors que les impacts de ces différentes périodes ne sont pas encore totalement absorbés, cette nouvelle année budgétaire supportera la baisse de la DCRTP, nous l'avons vu auparavant, la mise en place du DILICO, la baisse des subventionnements en fonctionnement sur de nombreux appels à projets, pour lesquels les délais ou conditions d'éligibilité deviennent de plus en plus restrictifs, mais également une importante perte fiscale sur la TFPB, en lien avec la fermeture qui a eu lieu il y a déjà quelques temps. Nous voyons les résultats actuellement, fermeture de la chapelle d'Arblay,
en raison de la non-application de la valeur plancher sur les bases d'imposition retenues. L'équilibre recherché dans la préparation budgétaire en considération de ces recettes réduites par rapport à l'année précédente s'est traduit par l'effort de la justesse. Les années précédentes ont déjà permis de rediscuter le marché en cours, de supprimer les inscriptions aléatoires, de re-questionner les besoins neufs et les réemplois, de mutualiser les moyens, d'évaluer les usages pour diminuer les réparations ou les excédents. Cette année, un nouvel effort a donc été demandé pour contenir un budget plus serré encore, sans pour autant que les habitants ne soient impactés par des charges fiscales ou tarifaires supplémentaires, sans non plus aboutir à la dégradation ou à la fermeture de services publics à la population. Le budget en dépenses de fonctionnement est ajusté aux dépenses réelles de fonctionnement de l'année N-1, avec l'objectif affiché de contenir ces crédits en absorbant les indexations et les variations d'effectifs, ce qui implique nécessairement de questionner les quantités. L'absence de budget supplémentaire depuis 2 ans contribue à poursuivre avec les services une discipline dans les engagements effectués annuellement. La poursuite des économies programmées dans le plan d'action énergie présenté en annexe du ROB 2024 pour atteindre une sobriété énergétique est effective avec des contrôles et adaptations plus régulières dans le cadre de l'exécution du marché de chauffage, changement de chaudière vétuste, installation de dispositifs de contrôle des températures et de commande à distance, etc., etc. Donc renouvellement des équipements en place. Mais également des contrôles des consommations d'eau et détection de fuites plus systématiques. Il y a un contrôle plus, approfondi, plus précis sur les différents fluides. Les dépenses de personnel sont à la fois resserrées sur des effectifs maîtrisés au fur et à mesure des mobilités professionnelles et des départs. Une politique d'accompagnement et d'anticipation à l'épuisement provoqué par certains métiers est poursuivie et augmentée avec les parcours internes de découverte métiers présentés au précédent CST. Le redéploiement des effectifs temporairement ou de façon permanente en suivant l'évolution des besoins avérés permet de diminuer certaines absences et remplacements. La qualité de vie au travail reste un axe principal de développement dans la politique statutaire voulue par la municipalité en place. Et à cet effet, les revalorisations indemnitaires appliquées au 1er janvier permettent désormais une reconnaissance plus forte des métiers exercés dans les services publics communaux. L'objectif de maîtrise des dépenses sur le budget 2025 est renouvelé comme les années précédentes et accompagné de celui d'un maintien complet des services publics proposés, sans impacter dans les mêmes proportions que l'inflation et les tarifications des activités et services rendus. Par ailleurs, l'expérience a montré que les aléas extérieurs doivent être anticipés pour être contenus et surmontés. Le fonds de roulement est donc préservé pour y faire face, le cas échéant, surtout lorsque les mesures de soutien aux collectivités annoncées comprennent des caractéristiques et des conditions d'éligibilité qui ne permettent pas à Grand Couronne d'en bénéficier, ce qui risque d'être à nouveau le cas quant au dispositif de compensation des pertes fiscales foncières en matière industrielle, pour lequel une étude pour notre commune est demandée auprès des services de l'État. Objectif des dépenses d'investissement en faveur du patrimoine communal, de la sécurité et du développement durable. L'absence de recours à l'emprunt, tout en absorbant le remboursement d'une dette qui atteint plus de 2,5 millions d'euros chaque année, en capital et en intérêt, appelle à une concordance entre les investissements engagés et les capacités d'autofinancement de la collectivité. Les difficultés annuelles rencontrées depuis 2020 ont été surmontées en puisant dans des réserves initialement constituées et dédiées à l'investissement sur le mandat. Comme en 2024, les opérations finançables avec le budget disponible en 2025 sont donc recentrées sur 3 axes essentiels. Bien évidemment, la sauvegarde du patrimoine communal. Un diagnostic est effectué au fur et à mesure des capacités dégagées par la commune pour répondre aux grands travaux de réparation et rénovation des différents sites. Action couplée à un travail rigoureux de maîtrise des consommations énergétiques dans le cadre du marché de chauffage. Nous en avons parlé. Cette année seront priorisés des travaux impératifs comme la rénovation de la façade du bâtiment Carmont, la mise en conformité des équipements de l'avant-scène,
de nombreux travaux dans les églises, transepts, chauffage et éclairage, le reliquat pour l'achèvement du bâtiment périscolaire de Victor Hugo, en remplacement, la réfection complète d'une aire de jeu sur le quartier d'Hydro. Deuxième point, la sécurité, qui nécessite sur plusieurs aspects des investissements importants, à commencer par la sécurité de l'espace public, avec la poursuite du déploiement de la vidéoprotection et la perspective de plusieurs raccordements à la fibre, notamment celle envisagée pour une liaison directe entre notre CSU et celui du commissariat de Rouen, dont l'étude va être envisagée. Nous en parlons de plus en plus. La sécurité abordée sur un aspect plus informatique avec l'acquisition d'un logiciel de mise en œuvre du plan communal, de sauvegarde, pardon, le PCS, et de serveurs virtuels permettant de sécuriser la conservation des données et des supports métiers. Sont également concernés la sécurisation d'accès aux équipements avec l'installation de clés électroniques sur de nouveaux bâtiments. On continue ce déploiement sur 2025. Le troisième point, le développement durable, concrétisé par la phase travaux de la renaturation de la cour de l'école Buisson, qui a été présentée pas plus tard que la semaine dernière en conseil d'école, l'achèvement de la renaturation de la cour de l'école Victor Hugo élémentaire, le passage à la vaisselle sans plastique dans les cantines scolaires, le développement poursuivi des éclairages LED dans les bâtiments communaux, ou encore le renouvellement des matériels informatiques et de la flotte automobile. S'ajoutent à ces trois axes des investissements d'amélioration des services publics locaux, avec l'élargissement du terrain de rugby, afin d'avoir l'homologation, c'est ça ? C'est ça. L'engagement du projet d'extension du centre de loisirs, l'acquisition d'un fonds adapté à la bibliothèque, la mise en place d'un espace inclusif au centre de loisirs, le renouvellement des électroménagers et outils thermiques vieillissants. Les orientations budgétaires en recettes. Pour finir, les éléments majeurs en défaveur de la collectivité, on les voit, résident dans les impacts de la loi de finances pour 2025 et l'ensemble des coupes expliquées en première partie de ce rapport, mais également dans la baisse importante de la fiscalité assise sur le foncier industriel. Néanmoins, la fiscalité sera toujours contenue par le taux communal appliqué et la réévaluation des tarifs pour les services rendus restera préservée avec l'application d'un taux faible de 2% annuel, voté en septembre 2024, et qui reste éloigné de la réalité de l'inflation connue depuis 2022, afin de ne pas trop impacter les grands couronnés. Ces éléments qui expliquent des recettes limitées sont contrebalancés pour partie en 2025 par une recette exceptionnelle de 300 000 € pour la couverture d'un sinistre. Vous vous souvenez tous de l'incendie du bâtiment du centre technique municipal, et dont l'estimation est à parfaire dans le cadre des expertises qui sont malheureusement toujours en cours, et ainsi que par la reprise des activités tarifées à la piscine municipale. À l'appui également la recherche dynamique de subventions en fonctionnement et en investissement, ce qui reste une nécessité auprès des partenaires institutionnels tels que la métropole, le conseil départemental, général c'était quelques années, la région, etc. Cette recherche s'avère efficace grâce à une élaboration soignée et argumentée des dossiers de financement présentés. Une veille relative aux appels à projets et aux subventions thématiques est désormais ancrée dans les pratiques et une démarche relative au mécénat est régulièrement proposée. Le reliquat de l'enveloppe de fonds de concours facile de la métropole de Rouen-Normandie, disponible sur le mandat, sera consommé sur la fin de l'année 2025. Je vous remercie pour votre attention. Merci Fabrice pour cette présentation très claire. Est-ce qu'il y a des prises de parole? J'imagine que oui, puisque nous avons fait des débats. Denis Sago. Merci. Madame la maire, mes chers collègues, le contexte politique et budgétaire actuel est particulièrement instable. Certes, nous avons un nouveau Premier ministre, mais à peine nommé, les attaques contre les collectivités se multiplient. L'État semble naviguer à vue dans un environnement géopolitique préoccupant. Une Amérique sous Trump en roue libre, multipliant provocations et outrages envers ses partenaires historiques.
des tensions diplomatiques avec l'Algérie, un État israélien poursuivant une politique destructrice à l'égard de la Palestine, sans oublier l'Ukraine et les autres conflits. Ces tensions auront sans doute des répercussions économiques majeures sur notre pays et l'ensemble de l'économie européenne. Dans ce contexte, le cadre budgétaire dans lequel nous devons évoluer est de plus en plus contraint par les choix du gouvernement Bayrou. Ce gouvernement qui a résisté à la censure grâce à des voix issues de la gauche s'attaque aujourd'hui aux collectivités, à notre autonomie et à notre capacité d'innovation. À cela s'ajoute une crise immobilière marquée par la baisse des droits d'habitation et une situation sociale alarmante avec un taux de pauvreté record et une vague inédite de plans sociaux. Face à ces défis, nous estimons que le Grand Couronne doit proposer un budget porteur d'espoir, avec des investissements massifs en faveur du social et du climat. Nous devons être un véritable rempart, un bouclier social, en assumant un rôle que l'État refuse de tenir. Il nous revient de mettre en place des politiques publiques protectrices, répondant aux besoins urgents de nos concitoyens. Notre groupe est convaincu qu'en cette fin de mandature, nous devons redoubler d'efforts et intensifier nos actions en faveur de la justice sociale et de la transition écologique. Or, nous constatons que le DOB proposé reste largement en retrait sur ces enjeux majeurs. À titre d'exemple, la plantation de quelques arbres dans la cour d'une école ne saurait constituer une véritable ambition environnementale. Nous devons aller beaucoup plus loin dans notre engagement en faveur du climat et du développement durable. Nous ne pouvons pas nous contenter de mesures symboliques, alors que l'urgence écologique est plus pressante que jamais. Grand Couronne doit devenir une ville exemplaire en matière de transition énergétique. Cela passe par la rénovation thermique des bâtiments publics, l'incitation à l'autopartage et surtout un véritable plan pour le développement des énergies renouvelables. Pourquoi n'avons-nous toujours pas de projet d'installation de panneaux solaires sur nos infrastructures communales? Où en est la réflexion sur la réduction de notre empreinte carbone? Qu'en est-il de nos engagements? Durant votre mandat, pas une seule borne de recharge pour véhicules électriques n'a été installée à la disposition des citoyens. Concernant les équipements publics de proximité, notamment dans les quartiers populaires, les besoins restent immenses. Il en va de même pour l'éducation. Nous devons renforcer notre soutien aux écoles, notamment à l'école Victor Hugo menacée par une fermeture de classe, ainsi qu'à l'école Ferdinand Buisson. Ces fermetures résultent en partie d'un manque cruel de dynamisme démographique. Pour maintenir nos écoles, nous devons construire. Il est impératif de répondre à la crise du logement en proposant des habitations durables et abordables. Repenser nos quartiers, c'est aussi repenser la sécurité. Lors du dernier conseil, l'adjoint en charge de cette question nous assurait que la situation s'améliorait, avant qu'une vague de voitures brûlées, de caillassages de bus et d'agressions ne viennent le contredire. La police nationale est en sous-effectif face à ces violences, qui frappent toujours les populations les plus fragiles. C'est ce type de préoccupation que nous aurions souhaité voir aborder dans votre DOB, plutôt qu'une simple compilation de chiffres, parfois contradictoires. Puisque nous parlons de chiffres, nous avons relevé une incohérence. Votre document indique une baisse de la fiscalité de près de 62 000 € en 2025, alors même que les bases fiscales doivent augmenter. Pouvez-vous nous expliquer ce paradoxe? Quel rôle joue la métropole dans cette diminution des recettes fiscales? Concernant les produits et les services, leur baisse depuis 2022 est justifiée par la fermeture de la piscine. Pourtant, malgré une augmentation annuelle de 2% des tarifs et la réouverture de l'établissement, vous ne prévoyez pas de retour aux recettes de 2023. Pourquoi? Sur le plan communal, votre tableau indique une baisse de 7 agents, mais omet d'évoquer l'évolution des postes contractuels. Il serait pertinent d'avoir cette information, d'autant plus que la loi de finances 2025 prévoit une diminution de l'indemnisation des arrêts maladie des fonctionnaires dès le 1er mars. Désormais, un fonctionnaire en arrêt de moins de 3 mois ne percevra plus que 90% de sa rémunération. Cette mesure injuste et pénalisante fragilisera encore davantage nos agents.
Envisagez-vous de compenser cette perte de revenus, comme l'ont déjà annoncé plusieurs maires de gauche? Pour conclure, je souhaite remercier les services pour la préparation de ce document et vous remercier toutes et tous de votre attention. Merci. Merci. Alors, j'ai vu qu'il y avait des demandes de prise de parole. Cathy, c'est ça? Donc, bonsoir à tous. Donc, au problème de sécurité à Grande Couronne, nous apportons des solutions et nous continuerons en 2025. Je ne vais pas reprendre en détail la longue liste que nous avons déjà présentée, que je tiens tout de même à votre disposition si vous avez perdu la mémoire. Mais je vais vous présenter nos actions essentielles à venir. Après une mise en place engagée de la vidéoprotection sur le territoire et malgré quelques déconvenus vécus sur l'année précédente, en 2025, nous poursuivrons les installations de caméras aux entrées de ville et sur les axes à forte fréquentation. Cette vidéoprotection n'a de sens qu'à partir du moment où elle peut servir instantanément pour faire cesser les troubles de l'ordre public. Nous étudions donc la possibilité de raccordement de notre CSU au commissariat de Rouen pour une surveillance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. À cela s'ajoute la présence sur le territoire d'un groupe de tranquillité publique de 4 agents en poste depuis hier. Je crois à l'efficacité de cette présence sur le territoire. La technologie ne remplacera jamais l'humain et de nombreux habitants apprécient ces patrouilles régulières. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire en conseil municipal, on ne se contente pas de regarder les problématiques d'insécurité et d'accentuer sur les peurs. Nous sommes dans l'action depuis 2020 et nous proposons des solutions efficaces. S'il vous semble qu'il manque encore quelque chose qui serait de la compétence de la commune, je reste bien entendu à l'écoute comme nous le sommes déjà auprès des habitants depuis le début du mandat. Merci. Merci Cathy. Tanner? Alors, bonsoir à tous. Donc, je souhaiterais répondre aux remarques de l'opposition concernant la situation des commerces à Grande Couronne. Tout d'abord, il est important de souligner que notre commune affiche un taux d'occupation des commerces de près de 90%, ce qui est bien supérieur à celui d'autres communes où ce taux est plutôt faible. Cela démontre l'attractivité et la vitalité de notre tissu commercial local. Avant la prise de nos fonctions, il faut rappeler que le marché du vendredi ne comptait qu'un seul commerçant, un vendeur de fruits et légumes. Grâce à un travail acharné avec les services municipaux, notre majorité a réussi à attirer plusieurs commerçants qui viennent régulièrement le vendredi matin. Nous avons prospecté, contacté et sélectionné ces commerçants avec rigueur, car la qualité est une priorité pour nous. Aujourd'hui, un tissu commercial dynamique est bien en place avec des offres variées pour nos habitants. Nous avons également fait appel à un poissonnier qui vient régulièrement le mercredi matin aux Essarts et a su attirer une clientèle fidèle. De plus, nous travaillons actuellement à la diversification de ce marché pour répondre aux besoins de nos concitoyens. Pour info, la semaine dernière, il y a eu 4 commerçants ambulants qui sont venus le mercredi matin aux Essarts. Concernant le marché du dimanche matin, nous avons également réussi à prospecter et implanter un fromager et un volailler qui viennent tous les dimanches, enrichissant ainsi notre offre commerciale. Il est crucial de reconnaître que les difficultés rencontrées par les commerçants sont principalement d'ordre national et non local. Les pressions fiscales et les exigences de l'URSSAF, par exemple, c'est un exemple, deviennent de plus en plus pesantes. De plus, la baisse du pouvoir d'achat et les impacts numériques sur le commerce traditionnel ont également réduit le nombre de porteurs de projets. Il est devenu extrêmement difficile de trouver des successeurs pour des commerces comme les boucheries ou les boulangeries, entraînant des fermetures prolongées et regrettables. Je tiens également à souligner que la France souffre de l'incompétence de ses dirigeants. Les solutions à ces défis ne résident pas au niveau local, mais nécessitent une action à l'échelle nationale. J'entends que vous voulez en faire un instrument politique pour Grande Couronne, mais ça n'a pas de sens. Malgré ces défis, je suis heureux de constater que notre commune continue d'attirer des investisseurs et que notre zone artisanale est dynamique. Les PME et les restaurants s'implantent avec succès à Grande Couronne, ce qui est un signe encourageant pour notre avenir économique. Je vous remercie de votre attention. Merci Tanner, il faut que tu coupes ton micro. Oui. Merci Tanner. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Guillaume. Bonsoir à tous. Les orientations sur le budget 2025 ne dérogent pas au soutien massif que la collectivité apporte aux associations et aux clubs tous les ans. Nous
poursuivrons l'entretien des équipements vieillissants pour maintenir une offre de qualité à nos habitants. La partie la plus visible de l'iceberg reste l'enveloppe des subventions aux associations et aux clubs sportifs, qui est entièrement consommée chaque année, même si en commission sport et vie associative, nous devons lutter contre la préconisation de certains élus de l'opposition qui voudraient que les subventions soient diminuées ici et là pour des raisons toujours injustifiées. Le montant des subventions est constamment challengé à la baisse par les élus de l'opposition et jamais à la hausse. Ce budget 2025 permet aux associations de se maintenir, surtout quand elles doivent répondre à des imprévus et que ça leur permet de ne pas sombrer dans des difficultés financières alors que leurs activités profitent directement à nos habitants. Je n'envisage pas le soutien à ces associations et à ces clubs simplement par la conservation des acquis du passé. Tous les ans, ce sont les habitants qui nous orientent vers leurs nouveaux besoins. Tous les ans, nous sommes en capacité de re-questionner les attributions disponibles et de faire de la place à de nouveaux acteurs associatifs. Je me réjouis par ailleurs, pour cette année 2025, de voir inscrire des recettes grâce aux entrées à la piscine qui, depuis le mois de septembre, continuent de progresser après la fermeture assez longue pour travaux qu'a connu cet équipement. Merci pour votre attention. Merci, Prigeot. Je vais faire juste une petite intervention quand même avant que d'autres parlent. Je voudrais reprendre quand même certains mots de Denis sur les arbres. Planter 3 arbres dans une école primaire, c'est ce que tu as dit, je crois. Hein. Oui. Des arbres à 400 000 €, je ne sais pas où on peut les trouver. Oui, alors là tu plantes une forêt carrément. Voilà, insister sur l'effort et sur ce projet, ces 2 projets, puisqu'il y a le projet Victor Hugo qui va voir la fin cette année, et puis dès la trêve estivale, donc dès le mois de juillet, les travaux de buissons vont commencer. On est quand même sur ces 2 projets sur une enveloppe de 600 000, 700 000 €. Voilà, c'est tout juste pour remettre un petit peu le contexte. Il y aura quelques arbres dans ce projet, je te rassure, Denis, mais pas que. Voilà. C'est une renaturation complète des deux cours d'école. Et puis, bien évidemment, le développement durable. Tu parlais des panneaux photovoltaïques. Nous en profiterons pour mettre sur le futur local bâtiment périscolaire des panneaux photovoltaïques pour alimenter et pour être en totale autonomie par rapport à l'énergie. Voilà. Merci pour ces précisions. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Mesdames, Messieurs, chers collègues, nous partons d'un constat accablant et sidérant lorsque l'on regarde l'état du monde aujourd'hui. L'extrême droite a gagné aux États-Unis, arrive en 2e position en Allemagne et déjà en place en Italie. Nos alliés d'hier sont contaminés par une vague de haine et d'idées nauséabondes. Des milliardaires abreuvent la bête immonde, avec le projet Périclès de Pierre-Édouard Terrain ou Elon Musk via la plateforme X. La fenêtre d'Overton est grande ouverte. Les idées du fascisme autoritaire glissent vers le domaine de ce qui est socialement acceptable. L'exercice de la violence, du virilisme, du culte de la personnalité, du héros, du surhomme, représente une menace pour nos démocraties. Certains diront que je suis alarmiste, mais je pense sincèrement que nous sommes à un tournant décisif de l'histoire. Ceux qui choisissent de se taire laissent la place à ces idéologies dangereuses. Je vous enjoins tous à vous interroger, comme le dit si justement Cyril Dion. Il n'est plus temps de se demander de quel côté nous aurions été à l'époque, mais de quel côté nous voulons être aujourd'hui. Cette phrase est forte de sens. Dans quel camp souhaitons-nous être? La résistance ou le fascisme? Pour moi, la réponse est claire. La résistance doit s'organiser, se renforcer et se déployer sans délai. Certes, nous ne sommes plus en 1940, mais les enjeux sont similaires et tout aussi cruciaux. Une résistance existe déjà.
porté par de nombreuses personnalités politiques, des journalistes, des artistes, des scientifiques, des associations, des mouvements populaires. Les partis politiques de gauche, ceux qui défendent les valeurs fondamentales de solidarité et de justice sociale, doivent s'unir dans une alliance stratégique, collective et déterminée. L'unité face à l'extrême droite est une nécessité absolue à tous les niveaux. Il est temps de nous réveiller, de nous indigner et de réagir. La sidération doit céder le pas à l'action. Chacun d'entre nous peut agir à son échelle. Notre force intrinsèque est notamment de développer notre esprit critique en mettant de côté nos biais cognitifs face à l'information. Il faut avoir conscience que la fausse information se diffuse beaucoup plus vite que l'effet démontré. Ce qui nous semble vraisemblable ne reste qu'une opinion et non un fait démontré, argumenté. Le vraisemblable l'emporte sur le vrai. Prenons le temps de réfléchir face à une information croissante. Prenons le temps de déconstruire les fake news. Toute personne sensibilisée au sujet a le devoir de mener une action dans son entourage pour faire reculer les idées alternatives basées sur des croyances sans fondement structuré. Des actions seront à mener localement dans nos quartiers. La vérité ne pourra jamais se défendre toute seule. C'est à nous de la défendre, de l'affirmer et de l'imposer. Je vous remercie pour votre attention. Merci Marion. Je crois que Julien avait demandé la parole. Oui, je vais commencer en remerciant Marion pour son intervention et lui dire que je souscris totalement à tout ce qu'elle vient de dire. Dire peut-être, redire un mot sur la sécurité, puisque ça a été abordé par notre collègue Denis et également Cathy. Dire, et j'ai entendu ça de la part de Cathy, mais je pense que c'est une maladresse que de faire caillasser ou de faire brûler la voiture, ce ne sont que quelques déconvenus, ça me choque. Dire aussi que pour régler la question de la sécurité, nous pensons que profondément, il faut faire place au renouvellement urbain et reconcevoir la ville. Et ça, c'est un argument fort. Alors je sais que dans le domaine de la politique de la ville, il y a de moins en moins de moyens. Et c'est vrai dans le QPV, c'est vrai dans le renouvellement urbain. Mais sans ça, on ne reproduit que les mêmes recettes. Donc vous connaissez déjà les conséquences et la définition de la folie. Vous dire aussi, j'ai entendu Tanner, ton message sur le commerce, rien n'a été dit par mon collègue Denis Sago sur le commerce et tu l'as accusé gentiment de remettre en cause la politique commerciale. Oui, d'accord. la tribu, je pense que le président. Très peu, mais oui. Tout a été bien indiqué. D'accord, Moi, merci. j'ai voulu apporter Et puis, des précisions, simplement. Et puis peut-être revenir un peu sur le document qui nous a été remis dans le cadre du DOB, et je remercie les services qui ont travaillé sur ce document. Néanmoins, il y a quelques chiffres qui m'ont interpellé, notamment sur la partie des dépenses du budget communal, où vous avez annexé un tableau qui relève depuis 2017 à 2025 les dépenses réelles de fonctionnement, où on annonce des dépenses réelles de fonctionnement à la fois pour l'année 2024 et 2025. Et la page qui suit, les deux pages plus tard, on retrouve la capacité d'autofinancement de la ville, où tous les chiffres de 2024 ne correspondent pas. Et donc je suis en train de me dire, mais quelles sont nos dépenses 2024, puisque sur une page c'est 21 987 000, et sur l'autre page c'est 21 989 000. On n'est pas à quelques dizaines de milliers d'euros près, j'entends, mais j'aimerais connaître le bon chiffre. Il en est de même pour l'ensemble des chiffres de ce tableau, et notamment le total des dépenses de fonctionnement, qui lui aussi n'est pas juste. Sur une page, 19 406 000, sur une autre page, 19 399 000. Voilà pour le premier point, mais vous y reviendrez. Concernant le nombre d'agents titulaires et la partie qui concerne les ressources humaines, nous avons un tableau qui nous indique que le nombre d'agents titulaires pour la collectivité s'élève à 178 agents titulaires, c'est d'ailleurs ce qui est marqué en dessous du tableau, et vous avez ensuite une pyramide des âges. Ça ressemble à un problème de mathématiques. S'il y a 119 femmes dans les titulaires et 55 hommes dans les titulaires, pour moi ça fait 174 et pas 178. Où sont passés les 4 titulaires manquants, je vous le demande. Et ensuite, j'avais relevé également
Un chiffre qui m'interpelle, c'est celui de la pyramide des âges des contractuels permanents. Puisque finalement, ce chiffre n'est indiqué nulle part, hormis en faisant une petite addition. Et le nombre de contractuels permanents s'élève à 114 agents. 36 hommes, 78 femmes. Du coup, je viens de m'amuser à l'instant à reprendre finalement le DOB qui nous avait été présenté en 2020. Et en 2020, je m'aperçois qu'on avait 207 titulaires contre 178 aujourd'hui, ce qui fait moins 29 agents, et ce qui se comprend, puisque c'est sans doute sur le chapitre 12, celui des dépenses de personnel, qui, je le rappelle, représente 60% des dépenses de la collectivité, qu'il faut agir si on a envie de passer l'effet ciseau. Et je pense que là-dessus, même si je le regrette, 29 fonctionnaires en moins, c'est toujours 29 familles en moins à Grand Couronne qui ont du boulot. Néanmoins, on n'a pas d'autre choix, et là-dessus, je vous rejoins. Néanmoins, si je compare les contractuels permanents, en 2019, on en avait 35, aujourd'hui 114. Ce qui fait un différentiel au total de plus 50 personnes en 4 ans. Ce qui veut dire aussi que les contractuels seraient passés de 14% en 2020 à 40% de nos effectifs aujourd'hui. Ça me pose question, parce que ça remet en cause le statut de la fonction publique. La contractualisation, elle précarise les populations, et pour le coup, je ne suis pas d'accord avec cette position, d'autant que, je le rappelle, ça représente plus de 60% de notre budget, et je voudrais bien quelques précisions. Je vous remercie. Avant de répondre, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Karima? Bonsoir à tous et tous. Président, je vais prendre la parole après la belle prise de temps de Mariam, très profonde et percutante, vraiment. Assez beau tout de même, ça me quand même très bien. Il faut tout un village pour élever un enfant. Ce proverbe africain nous rappelle que l'éducation ne se limite pas au foyer domestique, mais se fait grâce à plusieurs acteurs et institutions, à travers une pluralité d'expériences, de rencontres et d'environnements. Et l'école y contribue. C'est précisément dans ce sens-là que nous sommes engagés. La lutte contre les inégalités scolaires reste au cœur de notre projet éducatif. L'atteinte de cet objectif ne s'évalue pas exclusivement en mètres carrés ou en nombre d'élèves, mais en gagnant la certitude que l'école publique reste accessible à tous et qu'elle est dotée des moyens humains et matériels suffisants pour qu'aucun de nos enfants ne reste à l'écart. Que chacun d'entre eux dispose de la même chance d'accéder à un bel avenir. Notre mobilisation est sans faille, et c'est dans le dialogue avec les parents que nous adaptons le service bien au-delà des seules exigences légales et réglementaires. Cette année, notre équipe est la seule à avoir pris la considération de l'importance de soutenir encore davantage les écoles situées au sein du quartier prioritaire de la ville, et le choix est fait de les doter de moyens financiers supplémentaires pour développer des projets d'école. Ainsi, nous luttons contre ce système qui privilégie la compétition plutôt que le vivre ensemble. Nous luttons contre toute forme de tri des élèves en fonction de leur origine sociale et nous travaillons à une inclusion active. Ne serait-ce qu'en 2025, cette priorité est retrouvée dans les aménagements adaptés et complémentaires dans les classes, dans les renaturations du cours d'école, mais également au centre de loisirs et dans les accueils périscolaires. En complément, un diagnostic social de territoire sur les besoins en matière de petite enfance permettra d'envisager tous les besoins des générations à venir dès le plus jeune âge. J'ai entendu ce soir le rôle de l'État. Rémi, à un moment tu évoques, malheureusement, que l'État refuse de se tenir à son rôle, les suppressions de postes, la démographie. Sachez que notre mobilisation concernant les retraites classes est sans faille. Nous ne lâcherons rien. Je voulais aussi vous inviter, n'hésitez pas à vous joindre à nous lors des commissions du développement d'enfants pour évoquer collectivement nos actions. Merci pour votre écoute. Merci Karima. Pascal à côté de moi qui sont intervenir. Madame le maire, mesdames et messieurs les élus, bonsoir. Donc, nous sommes réunis ce soir pour discuter des orientations budgétaires et c'est un moment clé puisqu'il conditionne la mise en œuvre de nos projets en faveur des grands couronnais. Pour le pôle des solidarités, nous avons défini des priorités pour répondre aux besoins des plus fragilisés. Ainsi, tous les accents sont mis en place pour lutter contre les inégalités et pour réagir face à l'urgence sociale.
Nous sommes très largement actifs pour un travail coordonné avec des partenaires institutionnels et associatifs existants sur le territoire. Ainsi, pour 2025, nous allons rester attentifs au plafond des aides facultatives du CCAS, accorder des secours et des prêts en respectant les principes d'équité, poursuivre le soutien dans la lutte contre les violences faites aux alimentaires à l'épicerie sociale pour les plus démunis, dont le nombre a fortement augmenté depuis ces 2 dernières années, étendre le portage des repas à domicile, poursuivre notre participation au Fonds d'aide aux jeunes et au Fonds de solidarité logement, développer le service mobilité en faveur des seniors et des personnes en situation de handicap qui a été mis en place le 1er décembre dernier, éditer un nouveau guide des seniors pour permettre à chacun de connaître ses droits et les institutions en charge de cette politique sociale, poursuivre toutes les sorties, le banquet de printemps, les colis et autres animations en faveur des aînés, intégrer le dispositif Ville Amie des aînés pour garantir des conditions de vie aux seniors, poursuivre toutes les formes d'inclusion et d'insertion, proposer des activités, des animations, des sorties culturelles, sportives et de loisirs en transversalité avec les autres services de la commune. Je vous remercie. Merci Pascal. Hamid, je passe la parole. Merci. Je vous remercie de me donner l'occasion de présenter aujourd'hui les grandes lignes du budget 2025, précisément du service médiation-prévention. Ce budget reflète notre engagement en faveur du lien social, de la prévention et de l'accompagnement des habitants, notamment dans nos quartiers prioritaires. Dans ce pôle, nous sommes au service de la cohésion sociale et de la prévention. Le service médiation-prévention joue un rôle essentiel dans notre politique municipale en matière de prévention et de sécurité. À travers des actions éducatives, culturelles et sportives, nous visons à renforcer la cohésion sociale, à prévenir les comportements à risque et à favoriser l'insertion de nos jeunes. Pour 2025, le budget prévoit un ensemble d'initiatives structurantes, financées en partie par des subventions de la politique de la ville, du FIPD, Fonds interministériel de prévention de la délinquance, et de la collectivité. Nos choix budgétaires s'appuient sur une évaluation des besoins et une volonté de maximiser l'impact de nos actions. Je souhaite vous présenter les principaux axes de dépenses et les actions phares. Les actions éducatives et culturelles. Des sorties seront offertes aux habitants pour une ouverture culturelle et historique, particulièrement pour les jeunes, favorisant la réflexion sur des enjeux sociétaux et mémoriels. Une participation à une pièce de théâtre en quête de justice, avec des débats pour sensibiliser à la justice et à la citoyenneté. Des escape games, projet collaboratif au cœur du quartier visant à lutter contre les stéréotypes et à renforcer la cohésion sociale. Des actions de lien social et de médiation, des ateliers itinérants en pied d'immeuble favorisant le lien social à travers la cuisine et le bricolage participatif. Des chantiers jeunes, engagement des jeunes dans des projets municipaux concrets avec une valorisation de leurs compétences et un accompagnement vers l'emploi avec une contrepartie avec des permis CACES et des permis B. Médiation familiale et soutien à la parentalité, ateliers éducatifs et débats pour renforcer la communication et prévenir les conflits familiaux. Il y aura également du sport et bien-être avec laser game, acrobanche, ski sur terril, aviron, viaduc, de la sous-œuvre, des activités variées qui renforceront l'esprit d'équipe, la confiance en soi et la gestion des émotions. Sortie détente pour les mères de famille, un espace de respiration et d'échange pour les femmes isolées, favorisant leur bien-être et leur inclusion sociale. Tout cela réalisé avec une gestion budgétaire équilibrée et responsable. La majorité de nos actions bénéficient d'un cofinancement grâce au dispositif de la politique de la ville et d'autres partenaires institutionnels. Cela nous permet de limiter l'impact financier sur le budget communal, tout en maintenant une offre d'activités riche et accessible à tous. Je rappelle que nous avons aussi l'installation des équipements sportifs, que nous avons déjà évoqué en 2024, avec 80% de subventions de l'Agence nationale du sport. Pour 2025, nous avons fait le choix de maintenir nos engagements tout en optimisant nos ressources. Certains projets seront réajustés en fonction des besoins obtenus et de l'évolution des besoins des habitants. Nous restons également attentifs à de nouvelles opportunités de subvention pour continuer à développer nos actions sans alourdir les charges de la collectivité.
Nous avons également le projet d'espace de vie sociale au local des Gouttières, dont le diagnostic social est prévu à ce budget. Au-delà du budget 2025, notre priorité reste de renforcer l'efficacité de nos dispositifs en favorisant une approche participative avec les habitants et en développant des partenariats stratégiques. Nous souhaitons également accentuer le suivi et l'évaluation de nos actions pour mesurer leur impact et ajuster notre stratégie en conséquence. Enfin, nous poursuivons notre travail de médiation et de prévention en lien avec les associations et les services de l'État, avec un objectif clair: faire de notre ville un territoire de bien vivre ensemble, où chacun trouve sa place et peut s'épanouir. Ce budget est donc avant tout un investissement dans l'avenir, dans la jeunesse et dans la prévention. Il reflète notre ambition de construire une ville plus solidaire, plus dynamique et plus apaisée. Je vous remercie. Merci Hamid. Je crois que Cathy voulait répondre. Donc, en fait, je voulais répondre tout simplement à Julien. Il n'y a pas eu de maladresse de ma part. Simplement, quand j'ai dit quelques déconvenus vécus sur l'année précédente, donc je vais relire ma phrase. Donc, après une mise en place engagée de la vidéoprotection sur le territoire, et malgré quelques déconvenus vécus sur l'année précédente, je tiens quand même à rappeler, ça a été parlé dans diverses commissions, que sur l'année 2024, nous avons eu quand même 4 caméras dégradées, photos sciées et caméras pour certaines volées. Donc il a fallu les remplacer. Donc nous sommes très engagés sur la sécurité. Nous sommes très engagés sur la sécurité. Et là, c'est un moment fort. Il a fallu faire vite, il a fallu faire fort. Et c'est ce que nous faisons comme depuis des années. Donc voilà, nous avons pris à tâche des agressions et des bus caillassés. Et nous sommes en étroite collaboration avec les forces de police, la TCR et nos équipes de la police municipale et nos agents de tranquillité. Je vous remercie. Merci Cathy pour ces précisions. Soyons clairs, soyons précis. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, Madame Pelli, Denis? Hélène, laissons Hélène et après Denis. Tout à fait. Tenez bon, les réponses vont arriver, mais la culture a toujours le mot à dire. Le pass culture se transforme. Youpi. Les moins de 17 ans ne bénéficieront désormais plus d'un crédit individuel pour l'achat de biens culturels à compter du samedi 1er mars. Pas youpi. Je ne souhaite pas que cet outil devienne un chèque qui ne servirait finalement qu'à entraîner un objectif consumériste, avait déclaré Rachida Dati. En effet, consommer de la culture, c'est dangereux. Désormais, les bénéficiaires seront crédités de 50 € à l'âge de 17 ans, puis de 150 € à 18 ans, au lieu de 300 € précédemment. Dans sa grande mensuétude, la Macronie accorde un bonus de 50 € aux bénéficiaires porteurs de handicap et sur critères sociaux. Peut-il se réjouir? Le parcours sera, paraît-il, plus lisible, avec une montée en puissance progressive vers l'autonomie culturelle, a indiqué le ministère de la Culture. Il est rappelé qu'à 15 et 16 ans, les jeunes accèdent à un ensemble de propositions gratuites et d'événements culturels exclusifs. Je ne sais pas où ils trouvent les propositions gratuites, peut-être avec la gratuité de la bibliothèque de Goncourt, probablement que s'appuie sur cette donnée. Passe culture chez les profs, colère et panique après le gel de la part collective pour le reste de l'année. Le budget passe culture pour les établissements scolaires a subi au dernier moment un sévère coup de rabot pour 2025. Léger sentiment de panique et d'agacement, c'est souvent le cas chez les enseignants. En fin de semaine, les établissements scolaires ont eu l'impression d'être mis devant le fait accompli quand le ministère de l'Éducation nationale leur a appris que la part collective dédiée au pass culture pour la fin de l'année scolaire était rabotée et gelée à 50 millions. Grâce à ce pass culture et à part collective, les établissements scolaires peuvent organiser des activités culturelles pour leurs élèves rattachés au dispositif pass culture. Problème, en informant les établissements scolaires de cette décision le jeudi 30 janvier, les directions d'académie ont aussi indiqué que 40 millions d'euros étaient déjà engagés et validés pour la période allant jusqu'à fin juin. Résultat, il ne resterait que 10 millions pour tous les établissements. La Cinécénie, le spectacle phare du Puy du Fou,
est finalement éligible au pass culture. Une annonce qui fait suite à des demandes du Rassemblement national et des Républicains. En janvier dernier, la députée Anne Sicard avait déploré en commission des affaires culturelles à l'Assemblée nationale l'exclusion de ce dispositif du Puy du Fou. Le jeudi 30 janvier, c'est le sénateur LR des Pyrénées-Atlantiques qui a relancé la ministre de la Culture sur le sujet. Alors Ami, tu évoquais des sorties culturelles et historiques organisées par les villes de Grande Couronne. Dommage, nous ne bénéficierons pas du pass culture. Je crains que la direction ne soit pas le Puy du Fou. Ah, j'avais oublié. Nous sommes heureux d'être considérés comme un haut lieu culturel français. S'est réjoui sur CNews le président du parc, Nicolas de Villiers. Je vous donne lecture d'un communiqué de presse datant du 31 janvier 2025 de la FCPE. Pass culture, ne sacrifions pas l'accès des jeunes à la culture. La FCPE alerte et s'alarme du gel du pass culture pour financer les sorties scolaires. Un dispositif utile, pertinent, qui a trouvé toute sa place dans la vie des établissements pour ouvrir les élèves sur le monde et contribuer à forger leur esprit critique. N'est-ce pas, Marie ? Pour beaucoup d'élèves, la découverte de la culture par le biais de l'école est l'une des rares fenêtres ouvertes sur le monde pour partager des moments forts, débattre lors de séances de cinéma, de conférences, de sorties au musée. Une décision unilatérale, subite et incompréhensible qui pénalise directement l'accès à la culture pour des milliers de jeunes. Une décision qui méprise l'engagement sans faille des enseignants à organiser ces sorties pédagogiques. La culture est un vecteur fondamental d'émancipation et de cohésion sociale. Priver les jeunes de cet accès, surtout dans un contexte où les inégalités se creusent, serait une régression inacceptable. La FCPE appelle donc le gouvernement à reconsidérer sans délai cette décision et à garantir les sorties programmées depuis de longs mois dans les établissements scolaires jusqu'à la fin de l'année et l'année prochaine. L'éducation culturelle ne doit pas être une variable d'ajustement budgétaire, elle est essentielle à la formation des citoyens de demain. Entre les coupes du ministère de la Culture et les coupes du ministère de l'Éducation nationale pour l'école publique, je ne sais lesquelles choisir pour exprimer ma colère. J'espère que la FCPE locale se manifestera aussi sur ce sujet relatif à la Macronie. Pendant ce temps, la ville de Grande Couronne maintient et affirme son soutien au conservatoire à rayonnement départemental par la dotation budgétaire, mais aussi par un soutien RH. Qui contesterait l'appui apporté à Florence Auguste pour assurer un relais sur le poste de directrice adjointe. Pendant ce temps, la ville de Grande Couronne prend sa part de responsabilité au sujet du harcèlement scolaire. Sur ce sujet, je tiens à rendre hommage à ma collègue Karima Baziz, qui, malgré la désapprobation de l'Éducation nationale, a mis en place des ateliers pour ouvrir des espaces de parole et de dialogue. La culture prend sa part, elle aussi. Une création artistique se développe actuellement avec la compagnie Genèse et les ateliers théâtre. Pendant ce temps, la ville de Grande Couronne augmente ses propositions d'ateliers culturels. Pendant ce temps, la ville de Grande Couronne développe son partenariat culturel avec la métropole de Rouen-Normandie. Je vous remercie. Merci Hélène. Denis, vous apporter des précisions. Oui, j'ai pas eu de réponse à ma petite question sur la baisse de la fiscalité. Je vais répondre à tout, moi. Je vais finir. Je parle pas des arbres. Voilà pour l'explication du paradoxe et le rôle joué par la métropole dans la diminution des recettes. Est-ce qu'il y a d'autres souhaits d'intervention? Non? On va répondre à tout. Alors, en tout cas, merci qui est nombreux à débattre ce soir pour ces échanges. Merci pour ces échanges nombreux et constructifs dans le cadre du débat d'orientation budgétaire. Je vais essayer de faire court, même s'il y a beaucoup à dire et sur beaucoup de sujets d'ailleurs. Mais ce qu'il faut retenir des perspectives budgétaires pour l'année 2025.
parce qu'il ne s'agit pas seulement de chiffres, mais bien de choix politiques qui auront un impact sur la vie directe de nos concitoyens. Un budget, c'est bien plus qu'un exercice comptable, et d'ailleurs, sur cette question des chiffres, cher Julien, nous ne sommes pas dans un compte administratif, mais bien dans un rapport d'orientation budgétaire, donc des orientations avec des chiffres qui varient et qui seront corrigés au budget lors du prochain conseil municipal, où nous aurons aussi le compte financier unique sur lequel nous pourrons voter. Donc ces orientations, ce sont bien l'expression concrète de nos valeurs et de notre vision pour la commune aujourd'hui. Il est important, et cela a été fait, de rappeler le contexte économique dans lequel nous évoluons. Il reste malheureusement globalement inchangé par rapport à l'année dernière, et ça n'est pas rassurant du tout. Nous faisons face à de nouvelles difficultés, j'y reviendrai aussi, accentuées, vous l'avez évoqué les uns et les autres, par des conflits internationaux violents et par une situation politique au niveau national complètement chaotique, pour ne pas dire, qui frôle la mascarade gouvernementale, une politique qui n'offre que peu de solutions concrètes aux problèmes réels du pays et des concitoyens. Ce projet de budget va donc s'inscrire, vous l'avez compris, dans un contexte particulièrement défavorable, avec une loi de finances qui, une fois de plus, pèse très lourdement sur notre commune. Le quoi qu'il en coûte a bien un coût, et ce coût, c'est à nous, collectivités locales, de le supporter. Lorsque l'État ne prend pas en charge des dépenses, se tourne très facilement vers les collectivités, et l'impact, je peux vous le dire, est considérable. Pourtant, les collectivités, elles jouent un rôle clé en soutenant l'économie locale par leurs investissements, par leur mobilisation. En paralysant nos projets, tout cela aura des conséquences à moyen terme sur l'économie de proximité. Les collectivités, elles sont trop souvent vues comme des administrations dépensières, ce qui est une excuse commode pour justifier des réductions budgétaires et masquer des déficits de l'État et ses échecs lui-même à maîtriser ses propres finances. Tout cela nuit bien évidemment à l'image des collectivités, laissant entendre qu'elles gèrent mal leur budget. Et si l'on va jusqu'à considérer qu'elles peuvent réduire leurs dépenses, c'est sous-entendre qu'elles en avaient trop. Et je peux vous garantir que ça n'est pas vrai. Face à cette situation, nous n'avons pas d'autre choix que de maîtriser nos dépenses sans compromettre la qualité de nos services. Je le rappelle, les dotations et les financements de l'État ont été réduits, voire supprimés, ce qui aggrave encore plus la situation. Mais tout cela n'est donc pas suffisant, et j'y viens un peu plus tard. L'État a déjà largement endetté, a mis en place un nouvel outil que Fabrice a rappelé tout à l'heure, le dispositif d'ILICO, qui est une somme qui sera prélevée, une somme supplémentaire qui sera prélevée. Donc c'est la dotation d'intervention locale pour les collectivités territoriales, ce qui est un véritable scandale. Il est incompréhensible que ce soit les niveaux locaux, les niveaux les plus près des habitants, les plus proches des citoyens, qui soient pénalisés par une gestion désastreuse au niveau national. Tout cela est simplement un scandale, car c'est localement que les habitants paient les pots cassés d'une politique nationale mal gérée. Et ce qui me choque profondément dans ce processus de vote finance, outre tout ce que je viens de dire, et ça a été rappelé également par Fabrice Durobe, c'est qu'en plus de ces pertes et de ces suppressions, l'État a également décidé de supprimer le plan de lutte contre les violences faites aux élus. Comme si on ajoutait une insulte à l'injure, puisque j'ai eu l'occasion de rencontrer la ministre sur ce sujet, et si c'est pour prendre des mesures contraires quelques mois après, cela soulève de sérieuses questions. Quelle que soit la gestion du budget de l'État, il est sérieusement indispensable de se mobiliser collectivement pour préserver la capacité des communes à répondre aux besoins essentiels de leurs habitants en matière de solidarité, de sécurité, d'éducation, de santé, tous ces enjeux qui font aussi partie de notre quotidien en tant qu'habitants. Il reste aussi la question de savoir pourquoi on ne taxe pas davantage les plus riches. Curieusement, c'est rarement là où on cherche à augmenter les ressources. Vous comprendrez donc mes propos, car c'est dans ce contexte que la ville doit présenter son budget pour 2025. Et un autre sujet majeur qui nous concerne directement sur la perte de fiscalité, un sujet sur lequel je suis particulièrement mobilisée depuis le début de ce mandat. L'État a une responsabilité non seulement à travers la loi de finances, mais aussi par son manque d'engagement sur le dossier de Chapelle-Darblay. Cette défaillance de l'État pénalise la commune et les couronnés, entraînant une perte de recettes fiscales significative, une perte double sur la fiscalité, puisque sur ce site, elle est calculée en fonction de son activité, et son inactivité impacte directement nos finances. Donc cette perte, déjà amorcée l'année dernière, va se poursuivre en 2025 avec un déficit supplémentaire. Mais nous continuons
sans relâche notre engagement pour soutenir la relance de l'économie et la reprise de l'activité économique sur le site de Chapelle Darblay, un site qui est malheureusement paralysé, sachez-le, aujourd'hui encore aux remaniements gouvernementaux intempestifs, car la relance de l'activité est toujours suspendue à une décision cruciale de l'État sur cette question. Aujourd'hui, sachez-le, mais l'État est le seul acteur qui manque à l'appel pour pouvoir relancer l'activité sur le site. Concernant la gestion locale, comme l'année passée, comme nous nous y étions engagés, nous continuons à mettre un accent particulier sur la maîtrise des dépenses de fonctionnement. Il déplaise à certains, cette maîtrise ne signifie pas une réduction, mais une gestion rigoureuse, proportionnée aux besoins réels de la collectivité. Je rappelle que notre collectivité n'a pas fermé de services publics, qu'elle n'a pas augmenté les impôts locaux, ni pratiqué une hausse excessive de ses tarifs municipaux. Et nous sommes contraints, en outre, à ne pas recourir à l'emprunt, c'est-à-dire à ne pas ajouter de la dette à la dette, ce qui, dans le contexte actuel, n'est pas une tâche facile. Nous avons désendetté la collectivité et cela se poursuivra jusqu'en cette année encore, en 2025. Et l'exercice est d'autant plus complexe, Fabrice l'a rappelé, puisque nous avons des dettes à rembourser avec une charge annuelle près de 3 millions d'euros. Contrairement à d'autres mandats qui avaient systématiquement eu recours à l'emprunt pour financer les projets, nous avons su trouver des solutions sans alourdir la dette. Et je le rappelle, dans une situation économique qu'aucune autre équipe municipale n'a connue auparavant. Il est donc important de reconnaître cette réalité budgétaire qui est la nôtre. Et nous avons réussi à maintenir un équilibre sans sacrifier nos priorités, sans surcharger les couronnés de nouvelles taxes et sans renoncer à l'essentiel. C'est dans ce contexte que nous devons faire des choix responsables et justes, parce que le combat d'un maire et des élus, ça ne se fait pas en criant. Il se mène avec détermination, patience et persévérance. Nous sommes ici pour défendre les intérêts des couronnés, pour faire face aux défis du quotidien, parfois invisibles mais malheureusement toujours réels. Ce n'est pas dans l'agitation ou dans l'hostilité que se construit l'avenir de notre commune, mais dans l'écoute, la concertation et l'action concrète. Nos actions ne sont pas dictées par des effets de communication, mais par une vision à long terme, une gestion responsable et un engagement sans faille envers les projets qui façonnent l'avenir de notre territoire. Nous savons que la route est semée d'embûches, il faut les rappeler, mais c'est dans l'unité et dans la rigueur que nous trouverons des solutions. Pendant tout ce temps, nous agissons, car ce qui est réellement essentiel, c'est accompagner les enfants dans leur développement, c'est préserver notre environnement, répondre aux problématiques du quotidien, permettre l'accès à des services de qualité pour tous, sans exception, soutenir le tissu économique local, soutenir nos aînés, soutenir les plus vulnérables, construire des carrières stables aux agents municipaux. Et sur cette question du nombre d'agents contractuels permanents en hausse, eh bien, tout cela est lié à la pérennisation des contrats, notamment des contrats d'animateurs qui n'ont aujourd'hui plus d'instabilité dans leur carrière et au contraire qui ont une véritable protection statutaire et une protection sociale. Alors, avec tout ce qui vient d'être dit, on peut réellement se demander si vous vous intéressez à Grand Couronne. Je vais revenir rapidement, mais sur deux éléments pour terminer mon propos. D'abord sur la question de la sécurité. Parlons d'insécurité en termes récents. Pour l'exemple d'une voiture qui brûle. On sait par quelles ondes vous préviennent, vous êtes prévenus, vous y êtes très tôt. Qu'avez-vous fait à ce moment? Qu'avez-vous fait que nous n'aurions pas fait? Et qu'est-ce que vous auriez suggéré de faire à ce moment-là? Parce que, je le rappelle, à chaque fois qu'il y a un sinistre, vous êtes sur des lieux. Et à quoi vous servez à ce moment-là? Bien sûr, c'est une vraie question. Oui, alors. On parle donc de la voiture qui a brûlé récemment au niveau de la salle de bouger. J'ai des connaissances sur le quartier qui m'ont alerté qu'il y avait une fumée qui se dégageait de la salle, donc je me suis rendu pour constater. Effectivement, et je suis arrivé, il y avait déjà les pompiers, donc que voulez-vous que je fasse, Julie? À part constater la bêtise humaine. C'est pas là-dessus qu'on vous attaque, enfin bon, on n'attaque même pas, on sait que ça brûle partout, on sait que c'est un problème de sociétal, il n'y a pas de souci. Mais que voulez-vous qu'on fasse? Dès qu'on se rend sur un endroit, on se prend des remarques plus ou moins désobligeantes, plus pathétiques.
toujours dans un état d'esprit de sidération et non pas pour critiquer les actions de la municipalité sur le sujet. Voilà. Mais je vous rassure, c'est pas nous qui allumons les feux. Ah oui, pas du tout. Heureusement, oui. Ça n'est pas du tout mon propos. Mais en tout cas, merci pour ces précisions que j'aime entendre, puisque ce que vous voulez dire, tout ça va aussi dans le sens... Tout ça va dans le sens aussi d'un vieux souvenir que j'ai d'avoir entendu en d'autres temps l'ancien maire qui expliquait aussi que la situation sécuritaire de la commune, je cite, n'était pas le fait d'une mauvaise administration locale, mais d'un problème lié à toutes les communes et d'un manque de responsabilité de l'État. On est donc d'accord. Et pour, effectivement, j'ai l'occasion de discuter avec Patrick Weichamp ce jour même l'incendie, qui me disait qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient faites en fait, sur la commune. Et je partage, effectivement, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont faites en termes de sécurité. Cathy les a largement rappelé tout à l'heure, mais on est sur le terrain. On travaille avec les forces de sécurité, avec les bailleurs, on a des actions conjointes, on parlait tout à l'heure de politique de la ville, mais nous menons des actions conjointes avec les bailleurs, qui permettent de faire remonter les contraintes des habitants, de leurs agents qui sont sur place aussi et qui font le lien avec les habitants. Nous avons des partenariats avec la police nationale, avec la TCR, on l'a dit tout à l'heure, avec les services de transport. Donc tout ça... Voilà, n'est pas nouveau, ce sont des partenariats qui se sont menés depuis déjà 5 ans maintenant. Du renforcement de la vidéoprotection également, Cathy l'évoquait tout à l'heure, parce qu'effectivement, sur cette question du renforcement et de l'amélioration de la vidéoprotection, ça a un coût. On ne va pas se mentir, on a eu des dégradations, ce qui engendre des coûts supplémentaires, et critiquer, ou en tout cas parler de notre politique de sécurité, et en même temps dénoncer, alors Julien Dugnol, dénoncé il y a plus de 2 ans les 26 000 € que coûte le raccordement de la vidéoprotection au CSU, et en expliquant qu'en matière d'investissement, il est impératif de distinguer les bons investissements des mauvais. Dites-moi si ça est un mauvais investissement, comme la volonté de raccorder les caméras au commissariat central. Donc voilà, des actions qui sont menées réellement sur le terrain. Nous sommes sur le terrain, nous sommes aux côtés des associations, aux côtés de la prévention spécialisée, aux côtés des partenaires, l'ONF également. Donc nous n'avons pas à rougir de nos actions. Et quand tout cela est fait, il est toujours bon de le rappeler avec la situation financière qui nous a été léguée et qui ne nous permet pas une grande marge de manœuvre, sauf à rogner évidemment sur certains postes, comme il le faut à chaque fois. Donc, dans ce cas, il serait responsable que les faucons de Yaka expliquent aux concitoyens le moment venu sur quel poste ils feront des économies, ou sur quel endettement supplémentaire ils vont s'appuyer pour avoir plus de moyens en matière de sécurité. Et puis, le dernier point sur lequel je voulais revenir, la question des commerces, puisque je rejoins Taner, qui a lu, j'ai lu aussi, comme Taner, des éléments qui disaient que les commerces fermaient à Grande Couronne. Eh bien oui, des commerces qui ouvrent et qui ferment, c'est la réalité locale, c'est la réalité d'une vie municipale. Il y a eu des fermetures en d'autres temps, il y a eu beaucoup de fermetures de commerces, d'autres ouvertures. Alors, voilà, je pourrais vous les lister, je pourrais même remonter jusqu'à d'anciens magasins, pour ceux qui se souviennent, de la cordonnerie, du magasin Fildar, du magasin Tout pour bébé, qui était vraiment l'univers exceptionnel pour les enfants que nous étions. Donc voilà, des fermetures et des ouvertures, ça fait partie de la vie municipale, et je vous rappelle que les questions de développement économique ne sont pas de la compétence municipale, mais bien de la compétence de la métropole. Ça n'empêche pas que nous nous intéressons à ces questions, et Taner l'a rappelé également tout à l'heure. Voilà ce que je voulais vous dire rapidement sur les différents points qui ont été évoqués. Je crois n'en oublier aucun, j'espère en tout cas. Un grand merci à la directrice générale des SERV, Géraldine Bois-Perret, ainsi qu'à la direction des finances, Virginie Genestra, pour la préparation du rapport d'orientation budgétaire, qui n'est pas un exercice facile, ainsi qu'un remerciement à tous les directeurs de pôle qui se sont mobilisés pour répondre aux exigences du moment, et elles ne sont pas simples et elles sont très nombreuses. Merci mes chers collègues. Donc souvenez-vous, on ne vote pas sur le débat en lui-même, mais sur le fait qu'il y a bien eu un débat en conseil municipal, qu'il y a bien eu un rapport d'orientation budgétaire et la tenue d'un débat. Est-ce que je peux mettre aux voix ce
Julien. Oui, juste quelques secondes, je ne vais pas vous retarder sur la soirée, mais... On n'est pas pressé. Avec un grand match de foot ce soir. Ah, tous les soirs. Simplement vous dire, j'entends que une petite coquille sur les chiffres du débat d'orientation budgétaire qui seront corrigés en 2025, c'est 3 millions d'euros, c'est 2,6 millions pour être précis, quand même à 400 000 près, c'est pas rien. Je tenais à vous en rappeler. Je tenais aussi à dire qu'il y a au chapitre 77-88 un fonds de participation de l'État sur les emprunts publics qu'on n'évoque jamais, et ce serait important aussi de le rappeler quand on évoque la dette. Redire également que si on regarde les ratios de dette par habitant, la commune de Grand-Couronne a une situation qui est saine, c'est pas moi qui le dis, c'est le barème fixé par l'État. Et sur la sécurité, que ce soit clair, s'il y avait un remède miracle, et si on était certain qu'il existait une baguette magique pour stopper tout ça, évidemment, je vous la prêterai très gentiment. Et donc, je suis favorable à faire tout ce qu'il faut, y compris tirer de la fibre à 12 000 euros, même si je trouve que c'est cher, et qu'il y a des investissements qui sont bons, d'autres qui sont moins bons, et je trouve que sur ce domaine, mais je vous ai aidé à trouver 12 000 euros tout à l'heure avec les commissions de préemption, donc on pourra payer la fibre. Néanmoins, sur la sécurité, le seul reproche, et c'est pas forcément un reproche, mais la seule chose que j'aimerais vous dire, Madame le maire, c'est qu'effectivement, l'ancien maire disait quasiment ce que vous dites aujourd'hui, c'est-à-dire que sur la sécurité, on peut tout essayer, on peut tout tenter, mais face à la bêtise humaine, on n'a pas encore le vaccin. Néanmoins, c'est quand même vous qui, au soir du deuxième tour des élections municipales, êtes allé sur le plateau TV pour parler de sécurité et expliquer aux grands couronnés que vous alliez un peu d'un coup de baguette magique régler tous ces problèmes de sécurité. Et donc ça, pour le coup, il faut quand même qu'on vous le rappelle parce que vous vous rendez compte que maintenant, au pied du mur, l'exercice est beaucoup plus complexe que ce que vous avez laissé penser ce soir-là sur les plateaux de télé. Néanmoins, et je vous le dis, je ne suis pas votre adversaire sur cette question, car pour avoir été longtemps directeur de cabinet de cette commune, pour m'être longtemps levé la nuit et répondre à l'appel des pompiers et de police secours, je sais à quel point cette question est douloureuse. Elle nous touche dans notre âme d'être humain également, puisque on sait à quel point c'est douloureux de voir le bien d'autrui ou le bien de la collectivité disparaître de la sorte. Et donc je ne serai jamais dans le camp de ceux qui utiliseront cet argument contre vous, contre la majorité municipale, car je considère que ce n'est pas le lieu ni la place, et je ne me rabaisserai pas à ce type de politique qui relève plus du Front National que du parti que je représente ce soir. Je vous remercie. Merci, Julien. Pas besoin de me rappeler quoi que ce soit. J'ai bien en tête mes propos. Je suis justement sur le terrain depuis 5 ans pour combattre tout ça. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes, même si on a l'impression, effectivement, parce qu'on parle de vagues de voitures brûlées, caillassage, mais quand on regarde les chiffres aujourd'hui, finalement, le CLSPD ne nous met pas en défaut et au contraire, on a à chaque fois, à chaque CLSPD, les félicitations et les encouragements, comme à l'école, du procureur et du préfet. On n'a pas à rougir de nos actions en tout cas. Je vais donc me mettre aux voix donc, sur le fait qu'il y a bien eu un rapport, il y a un débat pardon, sur les orientations budgétaires. Un vote. C'est bon, il est passé. On l'a. Donc 29 votes pour, c'est donc adopté. Je vous remercie. Et donc rendez-vous le 18 mars pour cette fois le vote du budget, mais pas que, puisqu'il y a toute la vie municipale qui continue. Merci, bonne soirée à vous.